On plonge aujourd'hui dans un univers fascinant, celui du Paris du Second Empire, avec un roman qui saisit à la fois la fièvre de la spéculation et le bouillonnement d'une époque en pleine transformation. Vers La curée d'Émile Zola. Ah, La curée, un roman qui nous happe dès les premières pages et nous transporte dans ce Paris en pleine effervescence. Exactement. Et c'est ce qui rend ce livre si unique, je trouve. On ne se contente pas de lire une histoire, on est vraiment plongé au cœur de ce Paris en mutation, avec ses grands boulevards, ses fortunes qui se font et se défont à une vitesse folle. On ressent cette énergie dès le début, oui, c'est palpable. On a presque l'impression de sentir la poussière des travaux, d'entendre le bruit des calèches sur les pavés. Exactement. Et puis cette soif d'ascension sociale, cette course effrénée à l'enrichissement. Zola dépeint tout cela, avec une précision incroyable. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous faire partager cette expérience immersive, de décortiquer ce qui rend ce roman si captivant. Et qui sait, peut-être vous donner envie de découvrir ce classique de la littérature française. Avec plaisir. Alors pour commencer, parlons un peu du contexte. Le Second Empire, c'est une période de grand bouleversement pour Paris. Haussmann redessine la ville, les travaux sont partout et ça crée un climat propice à la spéculation, à l'ambition débridée. Oui, et cette transformation de Paris est omniprésente dans le roman. On la voit à travers les yeux des personnages qui sont tous pris dans cette course folle. Prenons l'exemple de René Saccard, le personnage féminin principal. Elle incarne parfaitement cette bourgeoisie aisée, attirée par le luxe et les plaisirs, mais aussi profondément désabusée. Renée, c'est une femme complexe, tiraillée entre ses désirs et les conventions sociales. D'un côté, elle est prisonnière d'un mariage de raison avec Aristide Saccard, un homme d'affaires ambitieux et sans scrupules. Un homme prêt à tout pour réussir, quitte à sacrifier le bonheur de sa femme. Exactement. Et de l'autre côté, Renée est attirée par son beau-fils, Maxime, un jeune homme oisif et cynique qui représente une forme de rébellion contre l'ordre établi. Leur relation, évidemment, est scandaleuse pour l'époque, et elle est au cœur de l'intrigue du roman. On sent chez Renée un besoin d'échapper à l'ennui, à ce carcan social qui l'étouffe. Elle rêve d'une vie plus libre, plus intense, un peu comme Lord d'Origny, ce personnage indépendant qui la fascine. Oui, cette envie de vivre en garçon, comme elle le dit elle-même. Exactement. Et cette quête de liberté va la conduire sur des chemins dangereux, bien sûr. Parlons justement de cette relation avec Maxime. Comment Zola la met-il en scène? Il utilise des lieux et des situations très symboliques. Pensez à leur promenade au bois de Boulogne, par exemple. C'est un lieu de rencontre pour les amants, un espace où les conventions sociales se relâchent. Un lieu propice aux conversations intimes, aux confidences, et peut-être aussi aux transgressions. Précisément. Zola décrit avec une grande sensualité l'atmosphère de ces rendez-vous secrets, la nature luxuriante qui les entoure. On sent monter la tension entre eux, le désir qui affleure sous les apparences. Et puis il y a Mabille, ce lieu de plaisir et de débauche où leur relation devient de plus en plus explicite. Mabille, c'est l'envers du décor de cette société bourgeoise. Un lieu où l'on peut se laisser aller, oublier les convenances. Un symbole de la décadence de l'époque, en quelque sorte. Et cette fameuse scène où Saccard surprend René et Maxime enlacés. Ah oui, une scène bouleversante. La réaction de Saccard est terrible. Il est anéanti, mais aussi impuissant face à cette situation. Il est tellement aveuglé par son ambition, par sa soif d'argent, qu'il en oublie l'essentiel. Exactement. Et Renée, face à son mari, elle est partagée entre le défi et le désespoir. Leur couple est à l'image de cette société, gangrenée par l'argent, le pouvoir, les faux semblants. Oui, et c'est ce qui rend ce roman si puissant, si universel. Il nous parle de nos propres désirs, de nos frustrations, de nos contradictions. Parlons maintenant un peu d'Aristide Saccard, ce personnage central qui incarne l'ambition dévorante de cette époque. Saccard, c'est un personnage fascinant et repoussant à la fois. Il est prêt à tout pour réussir à écraser tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Il utilise les gens, les manipule sans vergogne. Oui, il est totalement dénué de scrupules. Son mariage avec Renée n'est qu'une transaction financière pour lui. Il achète une maison rue de la Pépinière, non pas pour y vivre, mais pour spéculer sur les travaux d'Haussmann. On a l'impression qu'il n'a aucune limite, aucune morale. C'est ça qui est effrayant. Et en même temps, il représente parfaitement l'esprit de cette époque, cette soif inextinguible de pouvoir et d'argent. On pourrait presque dire qu'il est le symbole de la curée, de cette course effrénée à l'enrichissement qui dévore tout sur son passage. Absolument. Et Zola nous montre bien les conséquences de cette course folle. La destruction des liens familiaux, la corruption, la décadence morale. D'ailleurs, parlons un peu du style de Zola. Il a une manière très particulière de décrire les choses, les lieux, les personnages. Oui, son style est très visuel, très sensoriel. On a l'impression d'être plongé au cœur de l'action, de sentir les odeurs, d'entendre les bruits.
Il utilise beaucoup de métaphores, d'images fortes qui marquent l'esprit du lecteur. Exactement. Par exemple, cette image de Saccard voyant pleuvoir des pièces de 20 francs dans Paris au coucher du soleil sur la Madeleine. C'est une image saisissante qui symbolise parfaitement l'avidité de ce personnage. Oui, on voit tout de suite l'obsession de Saccard pour l'argent, cette fascination malsaine pour la richesse. Et puis Zola utilise aussi des descriptions très précises, très détaillées, pour nous immerger dans l'univers du roman. On pense à la description de l'hôtel particulier des Saccard, par exemple. On a l'impression de pouvoir toucher les étoffes précieuses, de sentir le parfum des fleurs dans la serre. Oui, c'est un véritable festival de sensations. Zola ne laisse rien au hasard, il décrit tout avec une minutie extraordinaire. Et ces descriptions, elles ne sont pas là juste pour faire joli. Elles servent aussi à dénoncer la vulgarité, le mauvais goût de cette nouvelle bourgeoisie qui s'enrichit rapidement. Exactement. Zola nous montre le côté obscène de cette richesse ostentatoire, cette accumulation d'objets inutiles qui ne comble pas le vide intérieur des personnages. Au final, La Curée, c'est bien plus qu'un roman sur l'adultère et la spéculation. C'est une critique acerbe de la société du Second Empire, de ses valeurs, de ses contradictions. C'est une œuvre qui nous pousse à réfléchir sur la place de l'argent dans nos vies, sur les dangers et l'ambition démesurée, sur la quête du bonheur. C'est un roman intemporel, en somme, qui continue de nous parler aujourd'hui. Absolument. Et si vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir La Curée, je vous conseille vivement l'édition illustrée chez Édition Kiel, disponible sur Amazon.fr. Vous ne serez pas déçus. C'est une très belle édition, en effet. Merci de nous avoir éclairés sur ce chef-d'œuvre d'Émile Zola. Avec plaisir, Tapé. Et à bientôt pour une nouvelle plongée dans la littérature. À bientôt.